D'accord? Alors, le diagnostic, il faut d'abord un premier chapitre de diagnostic avant de donner le diagnostic positif. Ça également, j'ai fait la remarque plusieurs fois. Donc, après les généralités, le chapitre suivant, c'est le chapitre diagnostic. Et c'est dans ce chapitre diagnostic que vous allez avoir des sous-chapitres de diagnostic positif, diagnostic topographique, diagnostic de retentissement, diagnostic étiologique, comme vous voulez. Mais c'est le gros chapitre de diagnostic, le grandeur. D'accord, le positif, je l'ai dit, ce sont les 4 ans de l'examen. Vous avez bien fait la tumeur, les signes associés, le schéma, sans oublier le toucher rectal. C'est ce qui boucle l'examen digestif. Et les examens, avant les examens complémentaires, c'est l'examen complet des autres appareils. Ce n'est pas parce que l'enfant a présenté une tumeur abdominale que l'examen doit se limiter uniquement au niveau de la paroi abdominale ou de la cavité abdominale. Donc, vous examinez l'abdomen, mais après l'abdomen, vous faites l'examen des autres appareils. Et étant donné que l'abdomen, c'est la continuité, vous avez l'appareil urogénital, vous avez le pelvis, en fait, après, vous faites les autres appareils cardiovasculaires, système splénoganglionnaire, système endocrinien, vous examinez tous les appareils pour voir est-ce qu'il n'y a pas soit une cause ou bien qui peut vous orienter comme métastase. Maintenant, à la fin de votre examen, toujours clinique, vous faites les examens complémentaires. Les examens complémentaires, il s'agit d'une néoplasie de masse, de tumeur. L'imagerie est importante. Elle vous oriente. Elle ne confirme rien du tout, mais elle vous oriente. L'ASP, c'est bien. Au début, c'était ce qui était demandé, mais actuellement, avec l'échographie, vraiment, on peut avoir de bons résultats. La TDM, IRM, oui, le scanner en fonction des spécificités. Sans oublier la biologie, qui vous donne le syndrome paranéoplasique en fonction de ce que vous suspectez. Mais n'oubliez pas que la confirmation, elle est apportée par l'histologie. Et cette histologie-là, c'est avec soit une cytologie, s'il s'agit de tumeurs accessibles par ponction, vous faites la cytologie. Si ce sont des tumeurs tissulaires, vous allez directement à la biopsie. Et cette biopsie, parfois, elle peut se faire à l'aiguille, ou bien si la masse est accessible à la paroi, sinon elle peut aller jusqu'à la laparotomie. Sinon, si ce sont des tumeurs qui sont assez souvent spécifiques, comme le néphroblastome, vous allez faire l'histologie après, en cours de traitement pendant l'intervention chirurgicale. Mais retenez que quand on vous dit qu'il y a aussi des tumeurs abdominales de l'enfant, la confirmation, c'est l'histologie. Donc, tant que vous n'aurez pas l'histologie, vous ne pourrez rien dire. Il va y avoir des suspicions, mais elles vont rester des suspicions. Si vous prenez le cas du néphroblastome, maintenant, les gens sont tellement expérimentés que lorsque vous avez des signes échographiques suspects de néphroblastome, les gens commencent déjà la chimiothérapie et ensuite on va vers la chirurgie. Et ce n'est qu'après la chirurgie que les gens font l'histologie et la classification secondairement. Mais sur le plan échographique, il y a des signes quand même qui vous orientent. Et ce qui est important, c'est vraiment le diagnostic topographique. D'accord? Et là, c'est très bien fait. Vous avez classé les tumeurs selon leur localisation. Et c'est là-bas que vous retournez au schéma avec la classification rétropéritonéale, intrapéritonéale. Donc, vous expliquez quelles sont les tumeurs à localisation rétropéritonéale rénale, rétropéritonéale extrarénale, intrapéritonéale, etc., etc. Et donc là, vous ne faites que la description. Et si vous remarquez, toutes ces entités que vous allez décrire vont faire l'objet de leçons. Néphroblastome, il y aura une leçon qui va parler que de cela. Lymphome, vous avez vu hier, on a parlé de lymphome non-Hodgkinien sur une leçon, et le lymphome de Burkitt était le type de description. On a parlé de maladie de Hodgkin qui a fait l'objet également d'une leçon. D'accord? Donc, quand vous avez des choses qui se répètent, n'hésitez pas à aller compléter les informations dans les leçons précédentes. Parce qu'une équipe peut préparer une leçon et l'autre équipe prépare l'autre leçon. Donc, le fait de confronter vous permet d'enrichir un peu la description. Bon, sinon, le reste, je crois que la description était bien faite. Alors, sur le retentissement, diagnostic de retentissement, vous l'avez bien mené, mais n'oubliez pas le retentissement neurologique. Parce que parfois, si vous avez des tumeurs, par exemple, qui se manifestent par une hypertension artérielle, n'oubliez pas,
l'hypertension artérielle, surtout paroxystique, du phéochromocytome, pour donner un retentissement neurologique. Donc, vous le rajoutez. Vous voyez également le syndrome de Lise. Il revient sur l'ensemble de la pathologie tumorale, que ce soit des tumeurs osseuses, des tumeurs abdominales ou bien des hémopathies malignes. Vous aurez toujours cette notion de syndrome de Lise. Donc, le syndrome de Lise, vous devez le connaître, aussi bien sur le plan clinique, sur le plan paraclinique que sur le plan pronostic. Et je vous assure, la plupart des complications de nos malades qui sont sous traitement pour des néoplasies viennent de ce syndrome de Lise. Soit il est sous-estimé en termes de diagnostic, soit il n'est pas recherché, soit il est là, il n'est pas pris en charge. Imaginez-vous, vous êtes dans une structure de santé où vous ne pouvez pas faire l'ionogramme sanguin, donc cela pose problème. Ou bien, si vous faites l'ionogramme sanguin, vous avez les résultats. Si vous avez des perturbations, vous n'êtes pas capable de les corriger, là également, cela pose problème. Ou bien les parents n'ont pas les moyens d'acheter les produits, cela pose problème. Vraiment, ce syndrome de Lise, il est capital dans la prise en charge des enfants qui souffrent de néoplasie. Alors, le diagnostic différentiel, pareil, vous l'avez bien mené, là, je ne reviens pas du tout. Et le diagnostic étiologique également, donc ce sont des facteurs étiologiques, sauf que ici, il faut peut-être une petite enquête anamnestique, si vous pouvez, sinon vous citez les facteurs étiologiques. D'accord? Et vous ajoutez un chapitre de prise en charge avec des aspects généraux et des prises en charge au cas par cas en fonction de l'entité. Ça, c'est déjà fait dans les... Si vous arrivez au niveau de ces entités, vous dites CF, par exemple, prise en charge du néphroblastome, vous dites CF, néphroblastome. Maintenant, la personne qui va faire la présentation sur le néphroblastome va développer la prise en charge du néphroblastome. Mais globalement, c'est bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation sur les tumeurs abdominales? Oui, Dr. Joyce. Bonjour, professeur. C'est pas forcément des questions, c'est un peu peut-être des ajouts. Concernant le neuroblastome, par rapport aux localisations, je pense qu'on peut mettre la localisation oculaire et la localisation vertébrale. Concernant la localisation oculaire, c'est souvent beaucoup plus quand c'est déjà métastatique. Et vertébrale, on parle beaucoup plus de neuroblastome ensablé. Et concernant les l'hépatoblastom, au niveau de l'âge, c'est vrai qu'ils ont, Dr. Pauletta a précisé que c'est le pic est aux environs de 18 mois, mais il faut préciser que ça touche les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans. C'était des ajouts. Merci. Merci beaucoup. Vous avez fait le service d'oncologie? Oui, professeur, j'ai fait le service d'oncologie. Parfait. C'est important parce que l'expérience également, c'est important. Et chez les enfants qui présentent les hépatoblastomes, il faut toujours rechercher une notion importante, c'est le dégoût de la viande. Vous verrez des enfants qui sont anorexiques, vous l'avez très bien dit, mais il y a un signe vraiment quasi-pathognomonique de ces hépatoblastomes. Lorsque vous faites l'interrogatoire, les parents vous diront que l'enfant n'aime pas la viande. Même si ce n'est pas la viande cuite, même si l'aliment contient de la viande, il suffit que le goût ou bien l'odeur de la viande soit senti par l'enfant et il vous dit non, il ne prend pas. Donc là, c'est également un signe à rajouter, la notion de dégoût de la viande chez ces enfants. C'est vrai que ce sont de petits enfants. Souvent, on se dit, est-ce qu'ils ont développé leur papille pour pouvoir supporter, etc. Mais c'est en rapport avec la maladie, c'est en rapport avec l'hépatoblastome. Anorexie sélective à la viande. Autre contribution, expérience personnelle. C'est bon? C'est parfait. Merci beaucoup à l'équipe de principale. Donc, on va passer à la présentation suivante. Je suis